Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui vient nous parler de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, donc pour les projets résidentiels, commerciaux et industriels. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, n'hésitez pas à les appeler. Ainsi que Delta, qui est un manufacturier de robinetterie qui est représenté par Lajoie. Donc, vous pouvez les contacter pour avoir les spécifications. J'aimerais aussi remercier Bugatti qui nous permet d'offrir à nos invités un super sac et un très beau cadeau. Donc, cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Isabelle Côté de Coffrage Synergie. Donc, sur ce, bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Isabelle, merci beaucoup d'être au podcast. Bienvenue à Au-delà des plans. Bruno, merci. Merci de m'accueillir. J'apprécie. C'est bien. C'est un bel environnement. Très agréable. Merci. Puis, c'est sûr, dès le départ, quand j'ai parti ce projet-là, j'avais fait une liste d'invités puis avec mes partenaers. Puis tu faisais partie des invités parce que pour moi, Coffrage Synergie, c'est un incontournable dans l'industrie. Vous voyez, quand on passe au centre-ville, peu importe le projet, il y a toujours une tour avec le label Coffrage Synergie. Et vous êtes rendu une entreprise de plusieurs centaines d'employés. Donc, on va en parler, mais aussi, avec le temps, j'ai vu ton évolution à travers... on a déjà eu affaire ensemble dans le passé, mais aussi, j'aime voir ton évolution, fait que je voulais parler aussi de l'entrepreneur de toi. Donc, Isabelle Côté, tu viens de quel endroit, t'as quel âge, c'est quoi ton pedigree? C'est qui, Isabelle? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nécessairement mon parcours. J'ai 40 ans cette année, fait que belle fière maman de 3 jeunes enfants, 5, 4 et 2 ans, fait que ça me tient plutôt occupée. En plus, on a parlé de la gang. On est près de 1500 employés maintenant chez Coffrage Synergie, fait que ça nous fait une belle équipe, une belle grande famille. Écoute, mon parcours, moi, je suis une petite fille Rive-Sud. J'étais un produit 450 qui a grandi à Brossard dans une maison familiale avec une grande sœur, des parents extrêmement aimants qui ont toujours été là pour nous, un beau noyau familial super sympathique. Puis les gens me posent la question, dans la construction? Ben pas du tout. Pas du tout. Ma mère a travaillé dans les réseaux sociaux pour aider toutes sortes de familles, d'aider des jeunes femmes qui auraient pu avoir besoin d'aide. Mon père travaillait pour IBM, fait que rien à voir avec la construction. Fait que pourquoi j'ai atterri là? C'est intéressant. J'ai travaillé, j'ai étudié en sciences santé. À vrai dire, je m'en allais dans un parcours pas mal plus scientifique. Et finalement, je me suis dit, non, je sais pas, on dirait que c'est pas ça, c'est pas suffisamment concret. J'essayais de voir ça. Puis j'ai fait un DEP en aménagement paysager avec du cégep. Attends un petit peu. Là, tu penses ça comme si tout ça était normal. Attends un petit peu. C'est un parcours un petit peu différent. Fait que là, tu pars au cégep. Cégep traditionnel, sciences de la santé. Exact. Le profil pour devenir docteur et tout autre métier connexe qui peuvent être reliés à ça. Puis là, t'as-tu complété ton cégep ou t'as arrêté dans le milieu? J'ai pas complété mon cégep. C'était pas la bonne voie pour moi. C'était pas la bonne voie. J'avais de la difficulté un petit peu avec les sciences. Il manquait de contact humain. Il manquait de concret. Je vais le dire comme ça. Puis ça reste que la science, c'est concret, mais ça reste que c'est difficile de voir le produit de ce qu'on fait. Ça, on le voit pas automatiquement. Fait que je sentais naître en moi quelque chose qui était plus créateur, bâtisseur, d'essayer d'évoluer d'en voir des résultats un peu plus immédiats de ce que je faisais. Fait que j'adorais travailler à l'extérieur, j'aimais les végétaux, la création, l'aménagement paysager, puis le bonheur que les gens peuvent en découler. Fait que pourquoi pas le DEP en aménagement paysager? Et non, ça m'a attiré. Puis ça, définitivement, c'était concret. Ouais, ben c'est clair parce que les projets d'aménagement, mettons des petits projets résidentiels, tu vois ça dans très vite, très rapidement, dans une semaine. Même les projets commerciaux,
de suite, tu as de la pierre, tu as du terrain, tu as des choses. Fait que c'est certain que le résultat était instantané. Oui, c'était plus rapide. Puis j'ai adoré ça. Puis c'est sûr que j'étais un petit peu, de par mon parcours vers le cégep, j'étais un petit peu plus vieille que certains autres élèves qui étaient là. Puis j'ai des professeurs qui ont vu en moi aussi une possibilité d'aller plus loin. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. C'est très peu connu dans l'industrie de la construction, mais le mondial des métiers. Non. Au Canada, c'est peu connu. Puis honnêtement, ça gagnerait à l'être définitivement. Ça se trouve à être le Jeux olympiques des métiers. Tous les pays sont représentés. Tu passes par une sélection. Ça s'adresse aux 21 ans et moins. C'est dans chacun des métiers. Il y en a de la fleuristerie au plâtrier, carreleur, et l'aménagement paysager est une des disciplines qui est représentée. Oh, oui. Fait qu'au travers ma formation professionnelle, on m'a offert de travailler avec un partner, parce que l'aménagement paysager, ça se fait en équipe de 2. À cette compétition-là. Bien, écoute, un beau parcours. On a eu du plaisir à le faire, à gagner tous les échelons canadiens pour pouvoir représenter fièrement le Canada au Mondial des métiers qui était en Suisse cette année-là. Oh, wow! Fait qu'on a pu représenter le Canada dans notre discipline. Mais entre-temps, j'ai eu un petit fâcheux événement. J'ai eu un accident d'auto qui m'a blessé vraiment fort. Là. Les 2 jambes, il a fallu que j'apprenne à marcher. Les 2 genoux. Tu t'es cassé les 2 jambes? Oui, les 2 rotules fracturées, la cheville gauche aussi. Fait que ça a un petit peu changé ma capacité à faire de l'aménagement paysager, je vais le dire comme ça. Exact. Puis je me souviens d'une anecdote quand j'étais à l'hôpital, puis que le médecin, il m'a regardé le lendemain, mon accident, puis il m'a dit, vous savez, mademoiselle, à l'époque, j'ai 20 ans, même pas, je pense que j'ai 19 ans. Il dit, vous savez, mademoiselle, il dit, il faut que je vous annonce quelque chose. Il dit, vous allez boiter toute votre vie. Puis je l'ai regardé dans les yeux, bien, vous savez, mon cher monsieur, il n'y en est pas question. Il dit OK. Avec qu'est-ce qu'il pouvait me dire d'autre? Mais il était hors de question que j'accepte la situation, que j'accepte qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai eu une équipe extraordinaire autour de moi qui m'ont même, ma directrice d'école du centre de formation horticole de Laval, qui m'a dit, tu sais, Isabelle, il dit, si jamais tu veux te retirer de la compétition, si tu penses que, parce que j'étais en chaise roulante, à vrai dire, quand elle me parlait de ça, et si jamais tu veux te retirer, c'est correct. Tu sais, on comprend. Si tu veux continuer, on est avec toi, mais sinon, on le comprend. Et je dis non. Je dis, si vous me supportez, je suis là. Ouais, ben, quand tu décides que tu as un but, là, c'est bien rare qu'un entrepreneur va faire « Ah ouais, c'est beau, je vais prendre l'autre. Hey, c'est impossible, ça. » Puis écoute, ça a été une belle expérience parce qu'on s'est rendu au jeu en Suisse où je pouvais pas plier les jambes, je faisais mon aménagement paysager. On le faisait, on le dessinait pas, on le concrétisait. Puis c'était exigeant. C'était exigeant, mais on est tout de même revenu avec la médaille de bronze. Oh, le plus haut résultat canadien aussi. On est l'équipe qui a la mieux performé. On s'évalue la mention d'honneur du pays aussi à ce niveau-là. Fait que ça a été une lancée vers je suis capable d'être une leader, une entrepreneur, quelqu'un qui fonce puis qui a une volonté de vouloir développer des skills en conséquence. Ça allait bien au-delà de l'aménagement paysager. Ouais. Puis là, à partir de là, je me suis dit, bon, on va faire quoi avec ça? T'sais, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis ça a commencé à me chicoter. Puis j'ai dit que mes parents n'étaient pas dans l'entrepreneuriat, mais j'ai un grand-père qui l'était, par exemple. Qu'est-ce que ton grand-père faisait? Il était entrepreneur général qui est parti de rien. Arrivé de la Gaspésie, une grand-mère de l'Abitibi, ils se sont rejoints à Montréal, puis ils ont parti de rien, puis il est devenu un entrepreneur général à Montréal qui a développé son propre parc immobilier au fil du temps, pas tant construit pour les autres, mais il le fait pour lui, pour développer son patrimoine familial. Fait que c'est peut-être de là que ça me vient, le côté entrepreneurial. C'est très précurseur, ça, parce que aujourd'hui, on regarde les développements immobiliers sur lesquels tu es impliqué, sur lesquels je suis impliqué. Souvent, les promoteurs vont construire 1-2 tours pour un client et ils vont en construire une pour lui. Mais ton grand-père, c'était quoi, dans les années 40? Oui, un peu plus que ça, mais c'était au début. Il avait débuté ça, travaillé avec son frère aussi dans ces réalisations-là. Fait que ça a été puis son peut-être entreprise existe-tu encore? Non. Puis même moi, je ne l'ai pas connu. OK. Je ne l'ai pas connu. Vu que c'était pour développer son parc immobilier, il a eu la chance d'être un peu plutôt retraité et à juste avoir la gestion de ces immeubles-là. Moi, quand j'ai vécu des années plus conscientes avec mon grand-père, disons, puis il a fait le temps, mais ça reste que je pense que je l'ai développé là, la fibre entrepreneuriale. Bien, c'est certain qu'avec, tu sais, en plus, moi, je dis tout le temps que c'est un peu dans les gènes, là, tu sais, l'entrepreneur. Puis
ça dépend aussi après ça de l'entourage puis comment que c'est cultivé. C'est l'entrepreneurship dans ça. Mais c'est certain qu'avec ce côté-là, qu'il y avait déjà la petite graine à l'intérieur qui était prête à grandir. Et en plus, avec l'étape, moi, ça me fait penser un peu que dans le temps qu'on travaillait ensemble, dans le temps que j'avais Carbonic, je me suis déchiré le tendon d'Achille. J'en ai déjà parlé sur le podcast. Puis, le médecin il me dit, ouais, faut que tu sois conscient que là, tu vas être à 2 mois arrêté. Là, je regarde, je dis, non, je pense que tu comprends pas. Là. Je dis, moi, j'ai 15 personnes qui attendent leur chèque de paye jeudi prochain. Je suis le gars qui développe. Je dis, là, c'est le pied gauche qui est endommagé. Fait que moi, demain matin, dès que les pilules finissent, on passe à la route. Là. Je conduis, là. Exact, je conduis. Puis le mâche-patate est encore, il est encore bon. Donc, c'est certain qu'on va. Puis, tu vois, à partir de là, ça, c'était une de mes étapes. Mais quand j'ai fait ça, j'ai compris que là, il n'y a plus rien. Là, un peu comme toi, tu te casses les 2 jambes, tu te dis, ben moi, j'y vais pareil, puis on va, puis tu reviens avec une médaille qui est exceptionnelle. C'est déjà là que c'est plusieurs pays qui sont là, plusieurs dizaines de pays qui sont là et qui représentent dans une même discipline. Puis tu vas chercher ça avec, j'aime pas dire le mot handicap, mais avec une certaine handicap comparativement aux autres, c'est sûr, ça a dû te donner une drive sur lesquelles travailler. Je pense que tu t'es appuyé sur quelque chose d'excessivement important. L'environnement dans lequel on évolue va aussi beaucoup déterminer où on peut aller. Puis c'est pour ça que c'est tellement important de créer des environnements favorables autour de nous pour laisser chacune des semences qu'on a dans nos cœurs germer. Puis moi, c'est ce que mes parents ont toujours fait. Même s'ils n'étaient pas des entrepreneurs, ils savaient que j'avais la capacité, puis ils m'ont toujours encouragé à le faire. Je peux pas dire qu'ils m'ont toujours compris dans mon parcours, c'est pas ça, mais d'être encouragé, d'être motivé, tu sais, pour dire « Wow, c'est beau ce que tu fais, continue, ma belle. » Tu sais, c'est hallucinant ce que ça peut créer. D'où l'importance d'encourager les gens autour de nous, même si on comprend pas toujours leurs défis. Mais quand ils sentent un appui, ça change tout, là. C'est incroyable. J'ai eu cet appui-là, moi, de mes parents tout récemment. Au courant de moi, je te fais un petit résumé, mais au courant de mon parcours, depuis 12 ans, je vendais des chocolats, toute compagnie de tonte de gazon, presse Carbonic, gilet d'hockey, billets d'hockey. J'ai tout eu des petites entreprises. Puis c'est que tout récemment, que depuis 1 an ou 2, là, que mes parents, ils me disent « OK, c'est beau. C'est clair dans notre tête, on n'a plus à se soucier, parce qu'il y a tout le temps le côté un peu incertitude des parents, ça va-tu marcher, cette affaire-là, ça va-tu pas marcher? Puis comme entrepreneur, quand tu vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a réussi, qui est prêt à te donner un salaire, puis là tu fais non, ça c'est pas assez pour moi, je vais le faire moi-même. Puis de notre côté, c'est le salaire, je suis certain qu'on peut parler de ça, mais le salaire, c'était pas le point important là-dedans. Là, c'était bien plus toutes les libertés, la création, l'évolution, d'être en charge de son destin. Oui, c'est ça, être entrepreneur. Exact. C'est ça, c'est pouvoir se développer, d'avancer nos propres idées, d'innover, de penser autrement. C'est ça qu'on aime dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui est arrivé en revenant de la Suisse? Après la Suisse, je me suis inscrite à un cours d'architecture de paysage pour aller développer mes skills encore dans le même métier. Mais comme j'avais de la difficulté, la réalisation terrain dans une petite entreprise, une micro-entreprise que je partais avec mon partner, ça devenait presque impossible. C'était une compétition, c'est pas pire. Une carrière, c'est deux choses. C'est deux choses. Fait que chose certaine, il fallait que je me réinvente. Fait que l'architecture de paysage, à vrai dire, j'ai fait une mineure à l'Université de Montréal. Okay. Puis ça a été un beau parcours, intéressant, mais peut-être qu'encore là, ça finissait par manquer de concret pour moi. Le dessin, la créativité, c'était peut-être pas moi. Moi, je pensais des environnements, moi, je suis plus fonctionnelle. Il faut que ça aille, il faut que ça soit fluide avec les gens, il faut qu'ils soient capables d'y vivre, d'y adhérer. L'art devenait peut-être la partie où j'avais un peu de misère à m'accrocher. Fait que je me suis rendu compte que j'avais un tempérament pas mal plus d'ingénieur que d'architecte, finalement. Fait que c'est plus près de ma personnalité. Mais après, après
cet épisode-là de formation, bien, on avait une petite micro-entreprise, pas trop capable d'aller chercher notre salaire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est saisonnier. Je me suis fait offrir par un ami de travailler le bureau des ventes d'un projet de condominium à Repentigny. Et j'ai dit, OK, mais j'ai jamais fait ça. Mais c'est pas grave, je suis sûre que tu vas t'organiser avec ça. Ben écoute, j'apprécie ta confiance. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Fait que tranquillement, je suis devenue agent d'immeuble pour développer le condo, développer les marketing. C'est un beau projet immobilier de 120 condos sur le bord du fleuve à Repentigny. C'était intéressant de travailler là. J'ai appris beaucoup. J'étais pas vieille là, encore là. Si tu additionnes les années, ouais, c'est ça, j'ai à peu près 21 ans. Là. OK. J'ai à peu près 21, 22 peut-être, pas plus que ça. Et ben écoute, l'homme qui m'a fait confiance, il a misé sur un joueur qui avait du potentiel, qui était moi-même. Fait que moi, je poussais, même si j'étais loin de tout connaître, j'ai commis quelques erreurs certainement. Mais il faisait la même chose avec les entrepreneurs qui a embauché. Fait que le projet de condo ne voyait pas tout à fait le jour à la vitesse où il se devait. Fait que ça devenait un enjeu. C'était tout du bon monde qui avait été embauché, mais quand il n'y a pas de coordination parce que l'entrepreneur est peut-être moins présent, ça devient plus difficile. Fait que là, chose certaine, c'est que mon bureau de vente est rapidement devenu une roulotte de construction parce que les gens cherchaient des réponses pour réussir à réaliser les travaux. Fait que là, tranquillement, plein de corps de métier sont venus me voir. Puis là, ben il fallait livrer les condos que j'avais vendus. Fait que là, comment qu'on fait ça? C'était l'œuf ou la poule. Comment qu'on va le réaliser? Fait que, voilà, j'ai appris tranquillement le métier de la construction au travers de cette expérience-là. Puis, au fil du temps, bien, il y a différents entrepreneurs qui voyaient bien que je connaissais peut-être pas ça, mais que je cherchais les réponses. Fait que là, ils appréciaient ma débrouillardise. Dont, entre autres, un des entrepreneurs qui était là, qui était à l'époque Fondation Marc Saunier, qui faisait les travaux de coffrage, puis qui a bien vu que j'avais un intérêt. Puis, il me dit une phrase toute simple. Il me dit, si jamais tu cherches quelque chose, tu viendras me voir. C'est resté comme ça, plusieurs mois passés, parce que moi, je voulais livrer les condos que j'avais vendus. Puis à un moment donné, ben, j'ai dit, je suis prête pour autre chose, je veux essayer autre chose. Puis je me suis souvenue des entrepreneurs qui m'avaient offert une option, une possibilité au fil de mon parcours. Puis je connais un peu l'excavation, je connais l'aménagement paysager, je dis... T'as une expérience en gyps. Oui, c'est ça. J'ai dit, on connecte les morceaux. Puis je dis, ben, je vais le rappeler, voir s'il y a encore un intérêt. C'est peut-être 6 mois plus tard. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, j'ai dit, tu m'avais offert ça, tu as encore quelque chose pour moi? Il était plutôt surpris de mon appel. Puis il dit, viens me voir demain matin. J'étais excellent. C'était un jeudi soir, vendredi matin, 7 heures, j'étais à son bureau. Pas de CV, pas rien. Moi, j'étais arrivée là comme ça, là, un peu sur le fly. Puis il me dit, il dit, je sais pas ce que tu vas faire, mais je sais que j'ai besoin d'aide. Veux-tu commencer lundi? Oh, wow! Mais j'ai dit oui. J'ai dit oui. On commence. Pourquoi pas? Mais là, tu avais fini ton autre job de vente de condos, les projets étaient élevés. C'était qui l'entrepreneur qui t'a donné cette chance-là? Écoute, le nom de l'entrepreneur, ProStyle Construction. OK. Ça s'appelait. Écoute, ça va faire presque 20 ans là, de ça. Mais ça date. Je pourrais même pas dire s'il travaille encore dans le domaine. C'était un projet de développement particulier pour le promoteur qui était là. Fait que je sais pas s'ils en ont refait après. ProStyle, ils ont été actifs là, peut-être 15-20 ans au Québec. Et là, ils ont tout transféré quand il y a eu le boom immobilier à Vancouver. Okay. Je ne sais pas si c'est le même groupe, mais je sais que ce groupe-là de ProStyle a ouvert ProStyle, puis maintenant, tout le monde est là-bas. Ben écoute, c'est pas impossible. C'est pas impossible que ce soit le même. Je les ai pas suivis, honnêtement, là, au fil du temps, mais je me suis retrouvée le lundi matin dans des bureaux à Lavaltrie de Fondation Marc Saunier. Petit bureau, on est... C'était combien? Écoute, incluant la gang de chantier, on était peut-être 25, même pas 30, qui était quand même une certaine taille d'entreprise pour une entreprise de coffrage. On va juste prendre un petit break. Vas-y. Vous étiez 25. Puis, on va en parler d'évolution, là, mais aujourd'hui, vous êtes 1500. Oui. Ouais. T'as-tu des photos de dans le temps, comment que c'était les bureaux? Tout ça, vous étiez au même bureau que vous êtes là à Lavaltrie? Oui. Fait que les originaux sont là. Mais là, ça a évolué, là. Ouais. Je l'ai vu exploser, là, cette place-là. Mais, en termes de... Vous avez pris de l'expansion, mais... Fait que là, tout a commencé là. J'ai commencé comme réceptionniste. Il y avait, à l'époque, il y avait la ligne d'entreprise qui était le cellulaire de Marc qui était transféré à la réception pendant le jour seulement. Puis c'était la ligne qu'on répondait, mais il n'y avait pas beaucoup d'appels nécessités. Il y avait un peu d'appels, mais pas tant que ça. Mais rapidement, moi, je me suis rendu compte que
pouvais pas être assise à la réception, j'avais besoin d'autres choses, de plus de défis. Fait que même s'il y avait il y avait à faire, ça reste que jour 1, tu te dis, bon, OK, mais je fais quoi? Tu sais, moi, je me retrouvais à peu près toute seule. On avait notre comptable qui était avec nous. On avait notre gars qui s'occupe de la cour, Alain, qui est encore avec nous aujourd'hui. Puis Marie, notre comptable, qui est encore avec nous aujourd'hui, qui lavait les trocs dans le cour, tu sais, qui, lui, aujourd'hui, s'occupe des commandes, s'occupe de tout le département d'achat, c'est tout autre chose. Mais, je dis, c'était toute une petite équipe. On faisait du résidentiel léger, spécialisé en fondation, que je connais pas trop ça. À l'époque, je commence, là, je sais pas trop où je m'en vais. Puis finalement, là, je voyais des invitations à soumissionner par fax qui rentraient. Un fax. Puis que je voyais la première et la réceptionniste qui me montrait mon travail dès le jour 1. Je la voyais prendre l'invitation à soumissionner puis la mettre aux poubelles. Mais moi, je sais pas c'est quoi, là, à l'époque. C'est quoi une invitation à soumissionner? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Filière 13. Filière 13, qu'on remet directement. Fait que là, j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, c'est pas bon, c'est pas bon. Ben, c'est pas bon, là. Il va falloir que tu m'expliques ça plus que ça. C'est pas bon, là. Explique-moi pourquoi, puis où est-ce qu'on s'en va. Fait que tranquillement, j'ai vu des opportunités. Ça prenait quelqu'un qui venait pour essayer de coller les morceaux de ce qui était une entreprise qui avait grandi déjà rapidement. Parce qu'en quelques années, l'entreprise avait déjà pris une bonne expansion parce qu'elle a été fondée en 2000. Moi, je suis arrivée en 2005 à peu près. Fait qu'en quelques années, déjà, ça avait parti de rien, puis ça avait déjà évolué pas mal, là. Puis au début, à moins que je me trompe, là, il faisait des fondations de maisons unifamiliales. Oui. Des fondations de maisons unifamiliales. Je pense que le plus gros projet à l'époque, là, quand je suis arrivée, là, c'était un bloc. Tim Horton, un triplex, des choses comme ça, là, commencer un petit peu de commercial avec des entrepreneurs du coin qui connaissaient. Bien, là, tranquillement, là, on a commencé à s'intéresser à des projets plus gros. On a commencé à regarder, à soumissionner, justement, à rentrer dans le processus des entrepreneurs généraux qu'on connaissait pas. La compétition d'appel d'offres. Monter une soumission en bonne et due forme, de A à Z, toutes les qu'on comptait à la main, là, c'est tous les projets à l'époque. Fait que de monter le système informatique, le développement, toute la partie développement d'affaires, estimation. Fait que tout montrer les façons de faire, les façons d'opérer. J'étais la première chargée de projet, dans le fond, je me nommais pas comme ça. Puis à l'époque, je faisais tout ça sous le titre de réceptionniste. Ouais, c'est toute autre tâche connexe, c'était là. Oui, carrément. Puis les bureaux étaient tout petits, puis c'était des bureaux commerciaux, des bureaux dans des locaux commerciaux, des portes de garage, là, carrément, là. Fait qu'on avait des véhicules d'un côté, puis nos petits bureaux de l'autre côté. Puis on a développé, renforcé, contacté, appeler, répondre, ne serait-ce que répondre à ces appels d'offres-là, les organiser. Les premiers contrats, quand on a reçu un contrat normal, hey, on fait quoi avec ça? Faut que quelqu'un lise. Tu lis, c'est ça d'épais, puis là, tu fais... OK, mais d'habitude, on signe ça sur 3 feuilles, nous autres, là. C'est là, de passer... Ça tenait sur des bons de commande, exact, tout simplement, puis on facturait, puis voilà, les retenues. Première fois que j'ai entendu parler d'une retenue contractuelle. Fait que c'était tout d'apprendre cette logique-là, cette logistique-là, avec une petite information à gauche. Google a été mon ami, définitivement. On a fouillé beaucoup. Fait qu'on a collé les morceaux d'informations à la fois, développé... des nouveaux marchés, des nouveaux partenariats, développer toute l'équipe de chargés de projet, le département d'ingénierie au fil du temps. Fait que tout ça a grandi rapidement avec nous autres. Puis là, Marc était à la tête de l'entreprise. C'était quoi son... Lui, s'est-tu laissé guider un peu dans ça? C'était quoi son but à Marc? Où est-ce qu'il voulait aller avec l'entreprise? Chose certaine, c'est que Marc, c'est un entrepreneur. Ouais. Ça a toujours été un entrepreneur. Puis aujourd'hui, justement, c'est ce qu'il fait. Il crée encore des entreprises, des cycles de toutes sortes d'autres... toute autre tâche connexe, tu connais très bien ça. Fait qu'il a développé énormément d'expertise en entrepreneuriat. Fait que Marc, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui voit les choses grandes, qui les voit avancer. Moi, ma capacité, elle est beaucoup plus de les mettre en place. Oui, je peux rêver, je rêve énormément, puis je rêve à innover, mais je rêve à innover afin d'améliorer des processus. Ça, c'est là que je suis excellente. Fait qu'on a été extrêmement complémentaires. Moi, pas mal plus en qualité de directrice générale que tout organiser la pensée du visionnaire. Ouais. Fait que c'est là que j'ai travaillé beaucoup en ce sens. Fait que tout je disais même encore ce matin, j'étais avec une amie qui disait, quand le processus ISO, on a voulu devenir ISO afin de pouvoir soumissionner sur certains projets spécifiques, l'auditeur, quand il est venu chez nous, il a regardé notre façon de faire, puis il dit, d'habitude, c'est un process de 1 an.
puis à l'intérieur de quelques semaines, tout était en place. Et j'ai jamais vu ça, une entreprise comme la vôtre mettre un processus ISO aussi rapidement en place. Mais on est ISO dans l'âme. Oui, c'est ça. On cherche à standardiser, on cherche à améliorer. Puis pourquoi? Pas parce qu'on veut devenir tous des petits produits pareils. C'est parce que c'est comme ça, en standardisant les pratiques pour que ça devienne un automatisme, qu'on peut se concentrer sur l'innovation. Parce que si on est constamment en train d'essayer de s'organiser, tu n'offres pas, là, tu cours après ta queue tout le temps. Exact. Puis quand je dis tout le temps, tu veux te concentrer sur une idée, prends les autres, régler. Pas juste les tasser, régler, tu vas pouvoir te concentrer. Puis c'est un peu ce principe-là de dire, ben organise-toi bien, là. Après ça, là, amène-les. Puis, tantôt, on parlait avant le podcast, on parlait de l'évolution. On a passé de chez La Joie, qu'on avait, je sais pas moi, quelques millions, à aujourd'hui plusieurs dizaines de millions. Et tout ça est parti de si on était bien organisé. Maintenant, là, je peux accueillir n'importe quel manufacturier chez La Joie. Puis, en dedans de 2 semaines, 3 semaines, on vient de le vivre pas plus tard que début janvier. On vient d'accueillir un nouveau manufacturier. Et ce que je me rends compte, c'est, hey, tu vois où ça. Là, on était vendredi dernier, on parlait de ça, puis là, on disait, souvent où ça s'est fait tout seul. Puis là, c'est un peu ça, tu sais, que vu qu'on avait tout bien placé, tout était bien organisé, ben oui, là, ça arrive, OK, tel, voici le processus. Un peu comme, tu sais, je me souviens quand on travaillait ensemble, tu sais, on arrivait dans les roulottes de chantier, tout était placé, même place, c'était des blocs Lego qui, tu sais, vous arriviez sur un chantier, voici les étapes, c'est comme ça que ça va se passer. Puis on déroge pas de ça. Puis à cause de ça, ben, on va poursuivre la suite de l'histoire, mais tu sais, moi, je la connais, mais à cause de ça, ça a dû faire vous aider énormément dans le reste de l'histoire. Bien, c'est clair, parce que justement, chez nous, ce que j'ai travaillé très fort à faire, c'est de m'assurer que, par exemple, s'il y a un dossier qui est dans les mains d'un estimateur, si pour une raison ou une autre, qui lui appartient, on ne questionne pas ça, le lendemain, il peut être présent, je peux prendre son dossier puis le mettre dans les mains d'un autre estimateur, puis en quelques minutes, il est up and running. Même chose pour un chargé de projet, même chose pour un surintendant, même chose pour tous les postes où il y a un certain repeat. Loin de là, notre idée de vouloir s'assurer que tout le monde soit identique, pas du tout. On veut juste que les gens comprennent qu'ils puissent être tournés vers l'innovation puis qu'il y a des bases qu'il faut qu'ils soient solides. Les fondations, il faut que ça soit solide. Exact. Et que c'est super important que ça soit comme ça dans une entreprise. Puis ça c'est pas nos chargés de projet sont pas tous pareils. Ils ont tous des forces qu'on tente toujours de valoriser, mais tout de même, il y a des façons de faire qu'il faut qu'ils soient les mêmes. Puis leur talent, là, c'est là qu'on va les développer différemment. J'en ai qui sont super calés en Excel, en analyse, sont plus poussés. J'en ai d'autres qui sont beaucoup plus relationnels, qu'eux autres, ils vont préférer aller jaser avec les clients. Mais ça, ces forces-là, c'est là qu'on peut vraiment leur donner un edge parce que le reste, il est solide. Exact. T'sais, le fond et les valeurs et tout le monde a le même... knowledge. Quand on parle d'un langage avec les gens de Synergie, tout le monde a le même langage et tout le monde a la même base. Après ça, comme tu dis un petit peu, tu vas mettre une personne là ou une personne là selon le type de client, selon le type de situation, le type de complexité de chacun des projets. Puis ça, c'est certain que c'est bien plus plaisant de travailler sur ces points-là que de travailler sur l'individu à ce que qu'ils comprennent bien le reste. T'sais. Fait que non, c'est tout à votre honneur d'avoir réussi ça. Puis vous avez réussi ça à... Mettons, si vous aviez été 15, c'est cool. Là, vous êtes des centaines. Là. Et tout le monde marche comme ça. Puis, sais-tu quoi? Oui, tout le monde marche comme ça, mais moi, je travaille de plus en plus à m'assurer que chaque personne puisse laisser... J'arrête pas de focusser sur ton ampoule en arrière. Je trouve tellement que c'est une belle image pour s'assurer d'avoir la lumière de chacun qui brille dans son expertise. Puis ça va bien au-delà. J'ai parlé des estimateurs, des chargés de projet.
Mais chacun des créateurs qui sont sur les chantiers, chacun des bâtisseurs qui sont dans l'équipe, ils ont toutes des bonnes idées. C'est pour ça qu'on a mis en place des comités d'innovation, du partage d'informations extrêmement rapide, presque instantané, via les nouvelles technologies, pour s'assurer que tout le monde se sente partie de la communauté puis qu'ils sentent qu'ils font une différence malgré la taille de l'entreprise. On a accueilli vendredi dernier un nouveau surintendant d'expérience, un gars sharp, 33 ans, un gars de Québec qui nous connaissait un petit peu, mais qui lui était réticent à venir nous voir. Tu sais-tu pourquoi? Parce qu'il avait peur d'être un numéro au sein de notre gang. Puis après une journée d'accueil où tout le monde est venu le voir, moi, j'ai passé du temps avec lui, où on lui a tout fait comprendre pourquoi on faisait les choses. Il a compris que c'était pas du tout ça, là. Quand on parle de la famille Synergie, c'est parce qu'on veut vraiment que tu fasses partie de quelque chose, qu'on va travailler ensemble à élever quelque chose de plus grand, puis tout seul, on peut pas y arriver. Puis la force de l'équipe, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis il a tout compris ça. Puis je l'ai vu encore. C'était une expérience récente. C'était vendredi. Je l'ai vu dans ses yeux que tout ce qu'il avait pensé de négatif qu'il aurait pu avoir chez nous, il dit, c'est pas ça du tout que je constate. Puis c'est vrai que c'est pas ça, là. Laisser place à l'expertise individuelle puis à l'humain. Puis je reviens à la standardisation des procédures. Mais plus on focus là-dessus puis que ça devient, que ça coule tout seul, plus chaque personne peut être elle-même. C'est fou la différence. On pense que ça va être le contraire, mais c'est pas du tout ça qui se passe. Ben non, c'est... Vu que tout est normé, ben le cadre là, dans lequel tu évolues, là, ton carré de sable, là, il est bien défini. Puis à partir de là, ben un carré de sable, là, c'est à 4 coins. Tu peux aller dans le coin que tu veux, tu peux jouer comment que ça te tente, mais ton carré de sable est bien défini. Fait que non, ça, c'est intéressant. Puis tantôt, j'aimerais ça qu'on parle des journées salons de formation. Je ne sais plus comment vous l'appelez. Moi, ça m'a toujours impressionné. Oui, t'étais venu à un congrès. Oui, j'étais venu au congrès Synergie. Je me suis, comme je te dis, excuse-moi de maganer le nom, là, mais c'était impressionnant parce que tu sais, c'est pas comme il y en a qui sont venus, il y en a qui sont pas. Non. C'était... Tout le monde était là. On a des taux de participation excellents à nos événements. Excellents. Puis on invite toujours les conjointes aussi. Ouais. Là, ça va devenir à un moment donné un enjeu de taille. Là. Il va falloir bâtir des plus grandes salles de réception au Québec. Là, mais bon. Tu sais, quand il faut que tu splits ta gang en 3 congrès parce qu'il y a trop de monde avec les familles. Mais si on reprend l'histoire où on était... Vous étiez environ une cinquantaine, quand vous avez commencé à aller plus sur les projets publics? Écoute, encore là, public, c'était du privé. Un peu plus au début, c'était plus commercial. Avant qu'on embarque dans des projets d'école ou, parce qu'on en a fait pas mal aussi, ça a été un petit peu plus long. C'est des expériences différentes. Bien, là, c'est lié à l'équipe Maxime Champagne, que tu connais. Le premier ingénieur qu'on a embauché, qui était... Ça, c'est une belle petite anecdote. Ça, c'était presque mon pire ennemi à l'époque. Pour de vrai? Oui, c'est très drôle. Pas parce qu'on s'aimait pas, parce que quand j'avais affaire à Maxime, qui était chargé de projet chez un de nos clients, et quand je dealais avec lui, c'était notre client, j'avais intérêt à être prête, j'avais intérêt à être organisée, puis il m'obligeait à devenir meilleure. Puis ça, je fais un petit fil conducteur sur comment on a bâti la business. C'est comme ça qu'on devient meilleur, s'entourant de gens plus connaissants que nous-mêmes pour réussir à bâtir quelque chose de plus grand. Mais si tu savais comment je connais plus rien. Non, mais tu connais la base, mais tu as des spécialistes dans tous les domaines. Puis là, on parle d'ingénierie, mais en comptabilité, en achat, en gestion de chantier, en gestion informatique. Tu n'as pas le choix de bien t'entourer, sinon... t'évolueras pas. Puis ça devient vraiment un turning point d'entreprise à Mané où, ça c'est quelque chose que Marc m'a toujours appris, de faire confiance aux gens qu'on embauche, comme il m'a fait confiance à mon entrevue, même de dire, regarde, tu as des skills que j'ai pas, tu as des capacités que j'ai pas, je suis convaincue que tu vas m'amener à un autre niveau parce que moi, c'est pas ma force. Fait que là, de trouver des gens autour de nous qui ont des spécialités qui peuvent nous amener, mais d'être un bon chef d'orchestre qui va rallier tous ces points-là ensemble pour s'assurer qu'on part dans une même direction. Puis c'est là que ça devient tellement important, la communication, la clarté des idées et de communiquer souvent, c'est un mot extrêmement clé dans une entreprise, communiquer souvent de façon transparente et honnête.
il y a personne qui peut être trop informé, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas tomber là dans une entreprise. Puis ça, c'est quelque chose qu'on travaille excessivement fort à s'assurer d'avoir des messages avec eux. Tu as parlé des congrès, c'est un des moyens qu'on utilise. C'est un petit peu plus tough en ce moment. Là. On a été obligé de repartir quelques événements. Puis d'ailleurs, le début de la COVID, on avait loué le château Frontenac, carrément. Réservé une grande partie des chambres, toutes les salles de réception au complet. Puis la salle de base était même trop petite pour nous accueillir. On avait pour ceux qui sont allés au Frontenac, on connaît toutes les autres salles qui sont aux alentours. Fait qu'on avait un événement multimédia en live, tout organisé, un bel événement pour notre équipe. Mais bon, ça ne serait que partie remise. Il va falloir qu'il grandisse, le Frontenac, par exemple. On va ouvrir un nouveau projet pour pouvoir vous accueillir. Oui, mais ces journées-là sont super importantes. Puis, tu sais, avec la nouvelle réalité qu'on vit, on le vit ne serait-ce qu'avec des podcasts comme ceux-là, il y a d'autres façons de communiquer. Puis, j'ai entendu, puis j'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit « Ouais, mais on dirait que je suis plus capable de rejoindre le monde. » Je dis « Non, attends un petit peu. Il faut juste que tu utilises les moyens disponibles pour communiquer même encore plus qu'avant. » C'est super important. Mais, tu sais, la raison de notre podcast, souvent les gens ils me disent « Ouais, mais ça, c'est l'exemple parfait. Aujourd'hui, tu es venu, la plomberie puis le coffrage, là, on est à deux extrémités. Oui, on travaille ensemble dû à l'école, les slivages et tout ça, mais une fois que ça c'est fait, on se parle plus du restant du dossier. Là, et par contre, la vision, la vision que tu as, le discours que tu amènes aujourd'hui, Isabelle, c'est une priorité. Là, on ne pourra pas faire évoluer le milieu de la construction en restant fermé avec la bonne idée que tu as. Aujourd'hui, c'est une bonne idée. Demain, c'est peut-être pas toi qui vas avoir la bonne idée. Ce sera peut-être ton concurrent ou une autre personne reliée à un autre domaine. Puis de l'écouter, puis là, de voir que ça, le mixer à mon idée, ça va nous permettre d'évoluer au prochain step. Mais c'est ça. Le but du podcast, c'est de faire connaître tous ces individus-là, puis de faire connaître toutes les visions des gens, à cause que le milieu de la construction, même si je pense que c'est 46 disciplines réparties, c'est des milliers de kilomètres là, qu'on fait la construction au Québec, mais il faut trouver des moyens de se communiquer ça. Puis il y en a beaucoup encore qui se voient comme des concurrents. Mais ton concurrent d'aujourd'hui, puis on va en parler, des fusions et tout ça, ton concurrent d'aujourd'hui, c'est peut-être ton partner de demain. Fait qu'à la place, on va se faire évoluer ensemble, on va faire évoluer les idées, puis on va faire évoluer le marché de la construction au Québec. Là, Bien, tout à fait. Les bonnes pratiques, il faut qu'elles se partagent. Puis tu vois, ce matin, j'étais même avec Maryse Couture, des Toitures Couture, qui est venue me visiter parce qu'il me semble qu'on pourrait échanger ensemble puis apprendre à discuter de nos entreprises respectives. Être en toiture, là. C'est pas d'un point de vue immédiat de business qu'il y a un gain, mais définitivement d'échanger sur les bonnes pratiques. De dire, ah ouais, t'as pensé à ça, oui, ça peut nous amener à un autre niveau. C'est vraiment intéressant. Puis ça revient à dire, il faut pas être avare de nos connaissances, autant dans le développement de notre propre entreprise que tu l'as dit, de développement de notre industrie. Puis ça, il faut partager nos connaissances, il faut utiliser de la synergie au travers de tout ça pour être sûr d'amener ça à un autre niveau. Oui, c'est une priorité, surtout avec nos réalités d'aujourd'hui, qu'on est occupé plus que jamais. Il faut absolument partager ces connaissances-là. Si on vient, je te l'ai dit, on allait quitter le parcours, on revient, j'essaie de ramener sur le parcours. À quel moment tu prends la direction de coffrage saunier puis comment que ça se passe, tout ça? Bien, écoute, il y a eu une transition. On a évolué l'entreprise Fondation Marc Saunier qui est devenue Coffrage Saunier parce que pour représenter plus nos activités, on s'est mis à faire de la structurale au fil du temps. Fait que là, Fondation Marc Saunier, c'était pas super marketing de rester dans ce branding-là. Coffrage Saunier qui est devenu, au fil du temps, on a réfléchi plus loin parce que je sais pas si tu le sais, quand tu développes un marché anglophone, parce qu'on est maintenant à Ottawa, Coffrage Saunier,
c'est pas très vendeur pour nos amis là-bas. Fait que c'était même compliqué, tu sais, plomberie, plumbing, électricité, tu sais, c'est plus facile, le mot se ressent. Mais coffrage, ça dit rien pour nos amis canadiens à l'extérieur du Québec, je te le dis. Je l'ai essayé souvent. Donc, on a voulu faire évoluer le branding vers quelque chose de plus... bilingue, en tout cas. C'est bilingue. Puis c'est la raison pour laquelle on a fait évoluer le branding vers coffrage Synergy Formwork. On fait que ça nous permet d'utiliser Synergy Formwork pour le reste de nos activités au Canada. Fait que ça nous a permis de faire évoluer ça. Ça, c'est en 2016 où Marc a pris la décision de s'occuper, je te l'ai dit, c'est un entrepreneur, il a pris la décision de s'occuper de ces autres entreprises qui avaient laissé sur la glace principalement son développement immobilier pendant plusieurs années pour se consacrer au coffrage qu'il a fait toute sa vie. Ça a été Marc, à peu près sa première job. Marc, actuellement, il a quel âge? 44. 44? Oui. Mais là, c'est ton conjoint, Marc. Oui. Donc, et là, parce que dans l'évolution, tu commences comme secrétaire adjointe, tu tombes chargé de projet, un peu à quel moment que vous êtes ensemble, puis que là, Mané fait... Parce que, tu sais, veux pas, quand c'est ton... La raison, c'est pas d'aller dans le privé, c'est parce que je le vois avec certains entrepreneurs, c'est quand que l'équipe se met ensemble, quand un couple est formé, veut pas, il y a une confiance aveugle qui est comme donnée de l'autre bord, et là, ça l'explose l'évolution de l'entreprise. Fait que c'est plus pour ça que je pose la question. Fait que à quel moment que toi et Marc, vous avez commencé à former un couple, puis là que tu as pris un peu plus les rênes de la business? Tu as raison, ça se passe souvent comme ça, mais tu sais, avec Marc, ça se passe pas comme ça. Marc, il n'y a rien de standard. Non. Marc, c'est un gars qui fait confiance d'emblée. Il fait vraiment confiance, puis il aime ça quand ça va vite. Fait que pour ça, il faut qu'il en donne. Et que ça, c'est ce qui rejoint. Puis ça, il est bon là-dedans. Excellent pour déléguer. Puis ça, même, il m'a appris beaucoup là-dedans. Fait que ça a pris presque 2 ans suite à mon entrée dans l'entreprise où il m'a pratiquement donné carte blanche, là. Je dirais, il faisait tellement confiance. On a travaillé en équipe. On a avec tous les autres partenaires et des gars qui sont là depuis le début. Je dis des gars parce que c'est pas mal tous des gars. C'est principalement... Mais tu sais, je dis, cette confiance-là qu'il avait envers moi, il l'avait envers beaucoup d'autres personnes aussi. Fait que, tu sais, je suis loin de là, moi, la pensée de dire, Isabelle, elle n'a pas tout le mérite. J'ai joué un rôle peut-être plus prépondérant dans la business, mais c'est tellement une affaire d'équipe, là. Il y a des joueurs clés partout dans l'entreprise qui ont fait en sorte qu'ils ont mené la business à un autre niveau. Puis c'est comme ça, c'est peut-être après 2 ans, à un moment donné, qu'on s'est rendu compte qu'on avait pas mal plus d'infinité qu'au travail, qu'on s'est rendu compte qu'on était peut-être fait pour passer plus de temps ensemble. Puis même la majorité des gens autour de nous, ils ont dit, bon, il était temps que vous en rendiez compte, il y a bien juste vous autres qui ne savaient pas. Mais notre relation, elle a évolué, mais ça a été fait bien avant. Puis c'est la caractéristique même de Marc, c'est vraiment d'amener les gens à un autre niveau puis de les pousser pour s'assurer qu'ils puissent accomplir leur plein potentiel. Ça, il est excellent là-dedans. Puis, écoute, on est plein, puis c'est au fil du temps, il a choisi de donner des parts de son entreprise à des actionnaires minoritaires pour qu'ils puissent être encore plus engagés. J'en faisais partie, mais je ne suis pas la seule. Comme je te disais, on est plusieurs minoritaires qui ont été impliqués. Puis au fil du temps, c'est un modèle d'affaires qu'on a suivi pour assurer le plan de relève de l'entreprise, s'assurer de couvrir plus large puis que les gens se sentent réellement impliqués. Puis c'est surtout une belle façon de leur redonner une partie de la plus-value de l'entreprise. Wow! Ce parcours-là, il était excessivement important. Cette décision-là que Marc a prise de dire, tu sais, moi, j'aime autant avoir moins d'une entreprise qui va mieux et qui vaut plus. Ben oui. Pourquoi pas? Puis si... L'autre chose, c'est avoir la tranquillité d'esprit que tu peux prendre des vacances, tu peux, si t'arrive un accident ou quelque chose, tu t'assures la pérennité de l'entreprise due à tous les joueurs qui sont alentour. C'est certain que ça vaut de l'or, là. Et l'autre chose, c'est que si tu veux évoluer, tu peux évoluer à un rythme. Mes parents me disaient tout le temps ça. Tu veux évoluer, tu peux faire tout seul. Hein? Une maison, là, tu peux toute la construire tout seul. Mais si tu veux évoluer rapidement, ben là, tu vas chercher d'autres joueurs. Tu veux évoluer encore plus rapidement, mais va chercher plus de joueurs, des joueurs clés. Là, pas n'importe qui, on ne pique pas, mais va chercher plus de joueurs, puis là, tu vas évoluer rapidement. Puis je pense que c'est un peu le principe que Marc a fait. Je sais qu'il... Je connais quelques-uns qui sont impliqués dans l'actionnariat et
c'est tout le temps des key players, là, puis en plus, le choix de ces gens-là, vous vous renseignez, là, vous allez voir aussi. Je me souviens d'avoir déjà eu une question sur un des actionnaires quand j'étais en meeting. On était en meeting, puis à la fin d'un meeting, tu as demandé comment tu trouves telle personne, t'sais. Puis là, j'étais comme, ouais, ça va super bien, ça va, ça marche. Mais c'est ça, c'est de cibler les bonnes personnes pour passer à la prochaine étape. Là. Mm-hmm. Oui, puis tu sais, quand on prend ces décisions-là, il ne faut pas attendre que la personne elle soit pleinement accomplie pour le décider. C'est au contraire, c'est ensemble qu'on grandit. J'entends des fois des gens dire « Oh non, lui, il n'est pas prêt à devenir tel rôle, il n'est pas prêt. » Ben, je dis « Va être prêt quand? Dans 20 ans, quand tu n'auras plus besoin de lui? » Vient un moment où il ne faut pas avoir peur de donner du pouvoir, de donner de la responsabilité, de déléguer, puis d'accepter qu'il va y avoir des erreurs qui vont se passer là-dedans, puis que ça peut peut-être être mieux. Puis encore est-il que c'est un choix d'entreprise. Il y a des entreprises qui veulent voler par leurs propres ailes, puis que ça continue à être un one-man, un one-woman show, puis c'est correct. Mais il y a un moment où il ne faut pas juste pas s'écœurer en tant qu'entrepreneur non plus, puis se surmener, puis ça te donne des tailles d'entreprise qui sont différentes. C'est un choix, puis c'est peut-être une excellente décision pour plein de gens. Puis il y a plein de gens qui vont décider d'en rester là. Et toi, on a vu ça autrement. On a vu grandir la famille, puis pour réussir à avoir des départements IT, des développeurs internes, notre synergie production, toutes nos vidéos sont faites in-house, tout ce qu'on fait, tout notre matériel qui est fait, on a rapatrié cette expertise-là à l'interne, c'est aussi ce qui a fait notre croissance. Mais c'est ce qui fait que chacune des actions qu'on pose est toujours à la saveur synergie. Oui, bien, c'est... Non, je pense que c'est une belle leçon que les gens devraient tirer de ça. On parlait que 2016, tu prends les rênes, mettons, officiellement, on peut appeler ça de même. Tu prends les rênes de Synergie à titre de présidente, directrice générale, et là, Marc décide d'aller s'amuser avec d'autres entreprises. Et es-tu encore un petit peu impliqué dans Coffrage Synergie? Non. Plus du tout? Ça reste que tous ses amis travaillent pour l'entreprise au fil du temps. C'est sûr. Puis à la maison, c'est des chums, c'est des amis, on se côtoie, on a développé des affinités. Moi, je te cacherai pas que tous mes amis on travaille ensemble. C'est au fil du temps, c'est sûr que c'est ce qui se développe. Fait que oui, on continue à jaser de coffrage, mais non, il est plus impliqué dans les opérations de l'entreprise depuis 2015-2016. Le temps passe si vite. Pendant un an, ce qu'on a fait, c'est que je voulais pas nécessairement prendre la présidence tout de suite parce que je voulais m'assurer aussi que la transition était faite intelligemment, même si j'étais peut-être une candidate potentielle, je suis pas toute seule là, dans le business. Fait que comme membre du comité de direction, on a décidé que pendant un an, on opérait sans président, mais que toute la responsabilité était assumée par le comité de direction. On est 4 à l'époque. Fait qu'on est en finance, ressources humaines, on est opération exact, et moi qui s'occupe plus du développement d'affaires, estimation, gestion de projet. Fait que sous ce rôle de comité de direction pendant un an, on l'a fait. J'étais membre du CA, on a un board avec 3 membres externes. On a des comités d'audit, comités de gouvernance, ressources humaines, s'assurer d'avoir une gouvernance impeccable au sein de l'entreprise, puis surtout aussi pour nous amener à un autre niveau. Honnêtement, ça, c'est super important. Ouais. Mais on a opéré comme ça, puis il est venu un moment où nos partenaires, principalement les partenaires financiers, les externes, ceux qui accordent peut-être des fois plus d'importance au rôle, au titre, à la position décisionnelle, on a voulu qu'il y ait quelqu'un qui prenne le pôle. Puis après un an, le CA m'a proposé, les actionnaires aussi, on en a discuté, puis on a choisi que je prendrais le rôle de présidente. Puis ça a été un défi différent pour moi parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai évolué en gestion de projet, j'ai évolué en développement d'affaires, l'estimation, ça, c'est un volet, le concret de la construction, ça, je le connaissais beaucoup plus. C'est toujours comme ça que j'ai évolué. Et là, tout à coup, c'est un rôle administratif que je devais jouer, un encadrement plus des ressources humaines, fait de tout le volet finance. Je connaissais moins, j'apprends encore. Mais oui, c'est les fonctions qu'il a fallu que je comble un petit peu plus au fil du temps là, pour en arriver. C'était quoi tes craintes? Parce que c'est un rôle... Vous étiez combien à l'époque quand tu as pris les rênes de... Écoute, on était déjà pas mal. On roulait... 500, on roulait près de 400 employés à l'époque, quand j'ai pris la présidence. Puis c'était quoi... T'avais-tu des appréhensions, tout ça? Énormément. Oui, non, mais
C'est sûr que quand... Je te cacherai pas que j'ai réfléchi, mais j'ai dit même, est-ce que c'est un rôle que je veux jouer? Parce que j'étais une excellente deuxième, mais là, de devenir première, c'est pas du tout le même jeu. Puis déjà que, oui, j'ai un côté entrepreneurial très fort, mais je suis capable de le dire plus maintenant en 2022, mais à l'époque, c'était tout un défi. Moi, j'en avais pas partie de business, là, vraiment. Je n'avais pas l'idée pour l'amener au point où elle était, l'entreprise, à ce moment-là. Il y a beaucoup de facettes de l'entreprise que je connaissais pas. Fait que tu tombes avec un bébé déjà mature entre les mains, mais avec une formation pas trop reçue. Fait que là, dis comment qu'on va faire pour stepper là-dedans puis réussir à manager tout ça. Mais je te dirais que ça s'est bien fait. Ça s'est fait avec l'équipe, ça s'est fait avec le CA, le comité de direction. On a des bons joueurs qui sont venus s'ajouter à l'équipe. On a Sylvain Ouellette qui est VP développement des affaires qui nous dit toujours qu'il va faire un an de plus. Mais il est comme dodo dans le bye-bye. Là, il est encore là. Ça fait 10 ans qu'il dit qu'il va faire un an de plus, hein, année. On fait des vases, mais c'est un homme extraordinaire, tellement généreux de ses connaissances, puis qui nous a fait grandir, qui a amené une autre belle maturité aussi au sein de l'équipe. Puis, écoute, on apprend, on expérimente. Puis on n'a pas nécessairement tant de modèles non plus d'entrepreneurs spécialisés qui ont pris cette expansion-là aussi rapidement, qu'on s'est inspiré de beaucoup de modèles qui ne sont pas nécessairement dans l'industrie de la construction. Fait qu'on va voir, on regarde large pour réussir à s'inspirer, je te dirais. Puis, est-ce que tu avais l'appréhension, parce que, tu sais, il y avait peu de femmes à la tête d'entreprises en construction. Tantôt, on a glissé un petit mot, coffrage, synergie. Bien, en coffrage, beaucoup, un très haut pourcentage d'employés hommes. T'avais-tu ce petit côté-là? Parce que j'ai eu cette conversation-là pas plus tard que la semaine dernière avec une prochaine invitée qui vient. Puis là, elle me dit, t'as aucune idée, Bruno, on prend des postes de direction et on a une pression supplémentaire. Puis là, je dis, explique-moi un peu. Puis elle dit, quand je vais venir au podcast, je vais te l'expliquer, mais là, vu que tu es là puis que tu as pris le poste de direction, je me dis peut-être que tu as vécu sensiblement les mêmes choses. Écoute, moi, je ne l'ai pas vécu en temps où je n'ai pas remarqué encore que j'étais une fille, peut-être. Je ne sais pas, c'est peut-être ça le problème. Mais j'ai tellement grandi dans un environnement où je n'ai jamais senti cette pression-là, qu'il y a des portes qui se fermaient parce que j'étais une fille. Je ne l'ai jamais senti, autant dans ma famille, dans les amis que j'ai fréquentés, tous les environnements, puis aussi Marc aussi au travers de ça. Je ne faisais aucune distinction du fait que j'étais une fille ou un gars. Ça changeait rien dans sa vie. Lui, il avait besoin de ressources qui étaient capables d'amener ça à un autre niveau. Puis, fait que, tu sais, d'avoir grandi là-dedans, je me suis pas bâti non plus des plafonds de verre au travers de ça. Mais je te dirais que là où j'ai vécu peut-être plus de questionnement, c'est plus la question de la relève. Parce que j'étais la relève de l'entreprise. Quand tu regardes ça avec un pas de recul, c'est comme si un père qui passe ça à la génération suivante. Fait que ça a été des questionnements que j'ai eu quand je consultais à gauche, à droite des gens. Il y a plusieurs personnes, d'où l'idée du comité de direction qui a pris la présidence. S'assurer que tu ne deviennes pas la personne qui ne fait plus comme l'autre d'avant. Pour réussir à avoir une transition dans la succession, s'assurer qu'il y ait une espèce d'oubli sur les façons qui étaient opérées avant, qu'on vient opérer sous la forme un peu générique d'un comité de direction, puis qu'ensuite, qu'il y ait une leader qui prenne le rôle. C'était volontaire comme transition dans l'entreprise pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'enjeu de choc auprès, pas tant l'administration qui me connaissait depuis toujours, mais s'assurer que les gens qui s'attachaient ou qui se rattachaient énormément depuis jour 1 à Marc, qui puissent maintenant s'associer à un nouveau modèle, une nouvelle façon d'opérer, que c'était plus facile de le faire comme ça. Fait que je te dirais que c'était peut-être le petit bémol que j'ai eu, puis comme je te disais, de tout apprendre le volet finance, mais chose certaine, j'adore m'alimenter de nouveautés, d'expériences, d'apprendre des nouvelles choses. Puis on me dit que j'apprends vite, fait que je devrais pas être si mal là-dedans. Bien, c'est sûr. Moi, pour t'avoir vu évoluer au cours, aujourd'hui, puis j'en parlais au début du podcast, coffrage synergie, c'est un incontournable, mais Isabelle Côté, c'est un incontournable en gestion, en leadership. Là, je voyais qu'on va en parler dans la deuxième partie parce que je viens de voir l'heure. Puis, quand je t'ai dit que ça va passer comme ça, tu vas faire une conférence
femme gestionnaire de femmes je me souviens plus exactement le terme, là. Je sais que tu me vois pédaler à trouver le nom, là, mais je me souviens plus, mais exact. Mais je pense que c'est Réseau Femmes d'affaires au Québec. Oui, j'ai la chance d'avoir quelques tribunes là, ces temps-ci, puis je suis très contente de pouvoir le faire parce que c'est comme ça qu'on va faire évoluer notre industrie. Puis oui, entre autres, le Réseau des femmes d'affaires du Québec, dans le cadre d'activités pour la Journée de la femme, là, prochainement, m'ont invité à partager un peu les enjeux. Mais il y a différents groupes aussi auxquels je m'intéresse, puis il y a une alliance extrêmement intéressante que je pense qu'on va parler un petit peu plus en profondeur. On va parler. Fait que Isabelle, on va faire une petite pause, on remplit nos verres d'eau et pour les auditeurs, ça se termine là, la première partie avec Isabelle. Merci beaucoup d'être venu au podcast. Merci. J'aimerais remercier Antonella, Mylène. Merci beaucoup, mesdames, pour tout le travail que vous faites alentour du podcast. Merci, Nicole, à la console. Nick, Fred, encore une fois, merci d'être tombé, qu'on soit croisés nos chemins puis que vous me donnez cette plus belle job-là au monde. Je dis tout le temps que j'ai la plus belle job, Isabelle, mais c'est celle-là. Je suis payé pour faire ça. Fait que merci énormément. Puis pour les auditeurs, regardez, on se voit la semaine prochaine avec la suite du parcours d'Isabelle sur la construction. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.